Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo qui va vous parler du jeu Assaut sur l'Empire Star Wars, un jeu d'affrontement pour 2 à 5 joueurs. C'est édité chez Edge en français, ça vaut 99 €, c'est pour des parties de 45 minutes à 60 minutes, grosso modo. C'est un jeu de Korey Konnichiwa et Jonathan Young, et pour un peu le pitch, ça vous met dans la peau de rebelles ou alors de l'Empire. Vu que c'est un jeu d'affrontement, on aura soit le côté du mal et soit le côté du bien, qui vont du coup, l'un va devoir assommer et éradiquer la rébellion, et la rébellion devra justement déjouer les plans machiavéliques de l'Empire. Si vous connaissez un peu Star Wars, bah voilà, c'est plus des combats au sabre laser et au blaster, et on se tatane sur la gueule. Sans plus attendre, voyons ensemble comment on joue à Star Wars Assaut sur l'Empire. Petit tour classique du propriétaire. Dans une boîte d'Assaut sur l'Empire, on va trouver des cartes donc qui sont ici. On va trouver ensuite un timer qui va symboliser le nombre de tours ainsi que les points de menace que va gagner l'Empire. Nous allons avoir aussi principalement quand même des tuiles qui vont symboliser l'environnement où vont évoluer nos personnages, à savoir les rebelles ainsi que les forces de l'Empire. Et nous allons avoir des figurines, qui est vraiment voilà, le cœur du matériel, ça reste les figurines et les tuiles, ainsi que des dés qui vont eux symboliser nos attaques et nos défenses durant les affrontements. Nous allons aussi avoir des fiches de personnages pour nos 5 héros qui sont disponibles à l'intérieur de cette boîte, et qui vont justement nous accompagner tout au long de notre campagne. Mais sans plus attendre, on va regarder plus en détail une fiche de personnage. Nous allons avoir à disposition plusieurs personnages, donc on va en avoir 6 différents. On va avoir un Jedi exilé, on va avoir une smuggler, une contrebandière, nous allons avoir un renégat, nous allons avoir un soldat, ici nous allons avoir un commandant, et nous allons avoir un Wookiee. Je fais très bien le Wookiee, je sais. Alors, sur une fiche de personnage, qu'est-ce qu'on va avoir principalement? On va avoir son illustration, ici l'icône, donc c'est fait partie des forces des rebelles. Ici, nous allons avoir des caractéristiques qui sont propres à ce personnage. Nous allons avoir le nom, la dénomination ensuite du personnage. Ici, nous allons avoir ces différents statistiques qui représentent en fait le nombre de dés qu'elle va lancer quand elle va faire des tests d'attributs. On reviendra bien sûr ensuite sur les tests d'attributs un tout petit peu plus tard. Et nous allons avoir ces 4 petites caractéristiques. Alors ces 4 petites caractéristiques, elles nous donnent quoi? Elles nous donnent 4 infos différentes. Elles nous donnent les points de vie. Donc ici ce personnage a 12 points de vie. Elle nous donne l'endurance, c'est le nombre de points de fatigue que pourra avoir au maximum ce personnage. Nous allons avoir ici la compétence speed qui est le mouvement, donc elle pourra se déplacer jusqu'à 4 cases, et ici on vous donne le dé de défense qu'elle utilise lors des attaques adverses. Donc ici elle utilisera un dé blanc. Donc quand on le regarde d'autres personnages, voilà, ici on va avoir des dés blancs, ici c'est un dé noir, un dé noir, un dé noir, etc. Donc chaque personnage vous offre un gameplay totalement différent de ce que vous voulez jouer durant la partie. Mais que serait un jeu de figurines sans justement figurines? Eh bien, dans cette boîte sur Assaut sur l'Empire, ne vous inquiétez pas, vous allez en avoir pour votre argent, entre guillemets. Vous allez avoir une trentaine de figurines, allant du Dark Vador bien sinistre et chaotique. Donc voilà, alors les figurines ne sont pas peintes, ne vous méprenez pas, hein, ça reste des figurines en plastique, mais pour du monobloc. Elles sont très bien détaillées, moi je trouve. On va avoir des Stormtroopers, donc pareil, ça ne vient pas avec de la touffe d'herbe, voilà, ça c'est des trucs que j'ai peints. On va avoir des héros, donc on va avoir du Jedi, ça aussi c'est des choses, voilà, que j'ai peint, avec le petit sabre. On va avoir, sinon hein, ça arrive comme ça, là c'est la smuggler, donc c'est assez détaillé comme je vous l'ai dit pour du monobloc, c'est assez cool. Et bien sûr, on va avoir d'autres créatures un tout petit peu plus grandes. Ouh, il fait peur avec les dents. Miam, 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 miam. Hop. Et voilà, ceux-là, qui sont aussi la garde impériale. Voilà. Tac. Donc, voilà, ça c'était une petite aparté pour montrer un peu les figurines, comment elles étaient détaillées, sans peinture, etc. Donc ça reste vraiment du très bon matériel, hein. C'est du FFG Edge, comme ils ont l'habitude de nous apporter en termes de matériel et de finition à monobloc. Comment on joue principalement à Assaut sur l'Empire? Eh bien, nous allons commencer par le setup. Donc chaque joueur va prendre, hop, des cartes de personnages. Donc là, on va dire que nous allons jouer avec le Jedi ainsi que la Smuggler. Nous allons remettre donc
les personnages à côté. Quand on a pris une fiche de personnage, on va aussi avoir un mini-deck qui est affilié au personnage. Donc ce mini-deck, il comprend quoi? Il comprend en fait des cartes avec un petit coup ici d'expérience. Ce sont des cartes qui vont nous permettre d'avoir des actions supplémentaires ou des compétences supplémentaires via nos points d'expérience qu'on pourra acquérir durant la campagne. Et il va surtout nous donner du stuff, de l'équipement de départ. Et effectivement, chaque carte qui n'aura pas ici un symbole ni un coup d'expérience sera les cartes en fait de départ avec nos héros personnages. Donc là, elle commence par exemple avec une petite perche sabre laser. Et pour la contrebandière, si on regarde un peu son mini deck, hop, elle va elle aussi avoir, voilà, ici un blaster. Alors ne vous méprenez pas, moi j'ai le jeu en anglais mais il est disponible en français. Hein. Donc hop, on va mettre ça ici et on est fin prêt en tout cas pour les héros. Au niveau de l'Empire, eh bien c'est exactement la même chose, sauf à l'exception près où il aura 3 classes différentes. Donc il va avoir la classe d'infanterie ici, qui est plus spécialisée sur le renforcement de ses soldats et des soins du soldat. Ici, nous allons avoir la classe technologie, qui est plus concentrée, elle, sur les armements et infliger plus de dégâts. Et ici, nous allons avoir la classe, comment on peut dire ça, militaire, qui, elle, est plus fixé sur les crasses que vous allez faire aux autres joueurs rebelles, infliger plus de fatigue aux autres joueurs rebelles, pardon, leur enlever des actions supplémentaires, etc., etc. Une fois que le joueur de l'Empire a choisi son mini-deck, donc pareil, hein, on va dire qu'il a choisi le domaine ici des troopers, des soldats, il va ensuite prendre toutes les cartes qui n'ont pas de symbole d'XP, il va remettre les autres cartes à côté comme ce qu'aurait fait le joueur rebelle, et lui aussi, il est enfin prêt à jouer. Les joueurs vont ensuite mettre le setup d'une carte qui est dédiée dans le livret de règles et ils vont pouvoir partir en guerre et essayer soit de construire encore l'étoile noire de la mort ou soit de déjouer les phases de l'Empire et de récupérer le bonheur sur Terre. Donc on va voir ensemble comment se passe un tour de jeu. Alors comment se passe un tour de jeu dans Assaut sur l'Empire, ce qu'on peut faire avec son personnage, comment on peut interagir, etc. etc. Toutes ces questions que vous posez, eh ben, on va y apporter une réponse tout de suite. Eh bien, comment se passe un tour de jeu? Le tour de jeu se dénombre en 2 rondes différents. On va avoir la phase d'action et ensuite la phase de statut. Durant la phase d'action, le joueur rebelle, hein, donc c'est toujours les rebelles qui commencent, vont choisir un héros et vont l'activer. Dès lors que vous activez votre héros, il peut faire plusieurs actions. Il peut en faire 2 parmi celles que je vais citer. Il peut déjà se déplacer. Donc, je vous le rappelle, si on prend une carte de personnage, donc voilà, j'ai pris un autre personnage à côté pour que ça soit plus lisible. Ce personnage ici peut se déplacer de 5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je souhaite déplacer mon contrebandier ici, eh bien, je peux le déplacer jusqu'à 5. Alors, on déplace le personnage de manière orthogonale, diagonale, il n'y a aucun souci. Donc, je peux le ramener ici en lui faisant 1, 2, 3... J'arrive devant une porte, je peux interagir avec un objet ou une porte. Donc là, il s'avère que c'est une porte. Ma deuxième action, hop, va par exemple ouvrir la porte et je vais pouvoir continuer mon mouvement. Vous n'êtes pas obligé de faire la totalité de votre mouvement pour ensuite faire une autre action. C'est-à-dire que si vous voulez vous rapprocher d'un personnage pour ensuite tirer ou aller au corps à corps, vous le pouvez et vous pouvez reprendre ensuite votre progression. Donc vous pouvez très bien avancer, tirer et reculer, vous pouvez très bien reculer, tirer et encore reculer, etc. Donc votre mouvement n'est vraiment pas estompé dès lors que vous arrêtez votre figurine pour passer à une autre action. Un autre cas de figure que l'on va avoir durant les déplacements cette fois-ci. Pour pouvoir traverser ici des zones qui sont des accès un peu périlleux, il va falloir dépenser 2 actions de mouvement pour pouvoir intégrer une case. Par exemple, si je veux venir ici sur cette case d'eau, je vais devoir faire 1 et 2, 3 et 4 pour pouvoir me déplacer juste ici. On a ensuite un autre exemple qui nous permet justement de traverser des figurines ennemies ou amies. Alors pas de problème pour traverser des figurines amies, on pourra déplacer sa figurine sur la case que comprend
notre allié, donc là il n'y aura pas de souci supplémentaire. Par contre le souci va arriver quand on va devoir traverser des cases où il y a des figurines ennemies. Donc pour toute case qu'on va franchir avec une figurine dessus, nous allons devoir dépenser un point de mouvement supplémentaire. Donc admettons qu'on veut venir ici, nous allons faire 1 et 2 sur Dark Vador, nous allons faire 3 ensuite ici, et 4 pour pouvoir se retrouver derrière le Stormtrooper. Donc voici un peu pour les déplacements périlleux. Nous avons vu le mouvement, nous avons vu aussi l'interaction avec des portes où ça peut être des tokens de tour, ça peut être autre chose qui est une interaction durant la mission. Vous pouvez aussi, et ça va être le cœur aussi du jeu, bien sûr, tirer, attaquer soit à distance ou au corps à corps. Alors deux moyens de savoir si votre personnage attaque au corps à corps ou à distance, ça va être par rapport à ses cartes équipement. Donc si on prend une carte équipement, ici nous allons avoir une petite lame à côté des dés. La couleur des dés ici que vous voyez, c'est les dés que vous allez lancer quand vous allez utiliser cette arme. Donc sur une carte d'armement, on va avoir plusieurs indications. Nous allons avoir le nom de l'armement, nous allons ici avoir l'image qui illustre l'armement. Bien sûr, vous tapez avec quoi? Je tape avec un bâton. Donc c'est ce bâton-ci en acier. Ici, vous allez savoir si c'est une attaque au corps à corps qui est symbolisée par l'épée, et au-delà, si c'est une attaque, par exemple, au blaster, vous allez avoir un petit blaster. Donc je vais vous montrer ça juste ensuite. Je vais passer à la carte blaster. Ensuite, nous allons avoir ici dans l'équipement plusieurs indications. Nous allons avoir des compétences supplémentaires. Par exemple, le reach. Ici, vous pouvez attaquer votre personnage même si vous n'êtes pas adjacent jusqu'à 2 cases. À savoir que les attaques de mêlée sont faites automatiquement quand vous êtes adjacent à un personnage. Donc adjacent à un personnage, c'est être ici, c'est être collé à votre personnage. Nous allons aussi avoir des compétences avec des éclairs. Alors on appelle ça le surge. Les éclairs, qu'est-ce que c'est? C'est dès que vous allez lancer un dé, que vous allez faire des éclairs, vous allez potentiellement pouvoir utiliser les éclairs qui sont disponibles sur votre carte d'équipement, dans la limite d'un éclair par compétence. Je m'explique, si vous lancez vos dés, que vous faites par exemple 3 éclairs, vous ne pouvez pas dépenser 3 éclairs pour faire par exemple plus 3 dégâts ici. C'est un seul logo éclair par notion d'éclair. Donc là, je vais pouvoir utiliser 2 éclairs au maximum, un qui va donner l'état étourdi, le stun, et un qui va donner un dégât supplémentaire. Nous avons vu l'attaque au corps à corps, nous allons maintenant voir l'attaque à distance. Alors pour l'attaque à distance, c'est un tout petit peu plus différent que l'attaque au corps à corps. Là où l'attaque au corps à corps recommandait d'être essentiellement à proximité et même adjacent de son ennemi, ici il va juste falloir avoir une ligne de vue. Donc avant de passer à la ligne de vue, comment ça marche et surtout qu'est-ce que c'est qu'une ligne de vue, nous allons voir ici en revue comment se comporte une carte d'attaque à distance. Et bien principalement ça va être la même chose qu'une attaque de mêlée sur la caractéristique d'une carte. Donc on va toujours avoir le nom, l'illustration. Ici on va avoir par contre le symbole du blaster qui symbolise que ça va être uniquement une attaque à distance qu'on va pouvoir faire avec cette carte, le nombre de dés qu'on va lancer, nous allons retrouver ici les compétences qui vont pouvoir être utilisables jusqu'à une fois, je le rappelle, avec un dé qui va nous procurer un surge. Et ensuite, on va voir comment se passe une attaque à distance. Pour qu'il y ait attaque à distance, il va falloir qu'il y ait une ligne de vue. Alors comment marche la ligne de vue? Eh bien c'est très simple. La ligne de vue, vous prenez un personnage et vous ensuite prenez un coin de la tuile, vous tracez ensuite 2 lignes imaginaires et vous voyez si ces 2 lignes touchent au moins 2 coins qui sont sur la tuile de votre adversaire. C'est-à-dire par exemple dans ce cas de figure-ci, hop, si ce Stormtroopers voudrait tirer ici sur ce Jedi, alors on voit qu'il a une ligne de vue qui est très simple, mais on va la faire ensemble. On prend ici le coin, on trace ensuite 2 diagonales, donc celle-ci va toucher le coin supérieur de cette case. Ici on va partir du coin, ici on va tirer une ligne droite, hop, et bien on a bien nos 2 lignes qui touchent la case où se trouve le Jedi, on a donc une ligne de vue. On a ensuite, hop, 7 par exemple,
voilà cet exemple. Ici, pareil, le Stormtroopers va vouloir tirer sur ce Jedi. Donc il va prendre ici, par exemple, il va partir, il va toucher le coin d'ici, mais il va revenir ici. Oh malheur, il touche un coin noir, donc il n'a pas de ligne de vue sur ce Jedi. On va aussi avoir, par exemple, dans ce cas de figure-ci, des éléments qui empêchent justement de bloquer la ligne de vue. Donc voici un peu comment marche la ligne de vue. Dès qu'on a donc, hop, on va prendre ici, voilà, notre contrebandier, puisque c'est l'exemple du contrebandier avec la carte qui va être affiliée. On regarde combien sépare le contrebandier du Stormtroopers. Donc il est à 1, 2 et 3, il est à 3 cases. Nous allons reprendre ensuite notre carte, voilà, qui est le Vintage Blaster. On nous dit qu'on lance 2 dés quand on attaque. Alors, on va ensuite lancer 2 dés verts. Sur les dés verts, que va-t-on avoir? Alors, principalement sur les dés verts, les dés jaunes et les dés bleus. Nous allons avoir ici un petit numéro, un petit chiffre. Ce chiffre symbolise quoi? Ça symbolise en fait la portée que vous allez avoir quand vous allez tirer au blaster ou alors avec une arme quelconque qui recommande justement un tir. Donc vous allez comprendre que si vous voulez tirer par exemple avec la contrebandière ici, il va falloir au moins avoir 3 ou plus pour pouvoir toucher le Stormtroopers parce qu'il se trouve à 3 cases de vous. Donc si on lance nos dés et qu'on fait par exemple 2, et ben, l'attaque directement est échouée, on ne prend même pas en compte les dégâts qu'on va faire parce qu'elle n'atteint pas notre cible. Par contre si on fait 3, 4, 5, 6, là bien sûr ça va toucher notre personnage et ensuite on va infliger les dégâts. Donc voici comment marche le tir à distance. Donc je vous l'ai rappelé, pour une action on peut bouger, pour une action on peut interagir avec un objet, une porte, etc. Ou on peut attaquer au corps à corps ou à distance. Et bien là nous allons résoudre une attaque au corps à corps. On va partir ici dans cet exemple où le Jedi lui va taper le Stormtroopers avec son bâton. Il va prendre les dés affiliés, donc un dé vert et, alors si je ne dis pas de bêtises, c'est un dé vert et un dé jaune. Donc nous allons prendre un dé vert et un dé jaune. Ensuite, nous allons nous référer à la carte du Stormtroopers déployée par le joueur de l'Empire. Ici, nous allons voir la défense, c'est un dé noir, et nous allons lancer les dés en même temps. Alors, que va-t-on trouver sur ces dés? Principalement, comme je vous l'ai dit, nous allons trouver des chiffres qui, eux, vont servir uniquement et uniquement seulement pour les jets de tir à distance. Nous allons trouver ici des impacts qui symbolisent les dégâts, hein, si soit le tir à distance est réussi ou l'attaque de mêlée est réussie. Et ici, nous allons avoir les surges. Les surges qui vont nous permettre de renforcer notre attaque ou alors de renforcer notre tir si on manque de portée. Donc ça, c'est ce qu'on va trouver principalement sur tous les dés. Donc voilà, ici on va avoir voilà, plus par exemple d'impact que de surge. Le rouge, on va avoir plus d'impact aussi. Et nous allons trouver les dés de défense. Alors sur les dés de défense, nous allons trouver un dé noir et un dé blanc. Alors sur le dé noir, principalement, nous allons avoir en fait des petits triangles comme ça qui symbolisent les boucliers. C'est-à-dire pour chaque petit triangle comme ça que vous allez faire, vous allez ignorer, hop, un petit symbole de dégâts. Donc si j'en fais un, j'en ignore un, si j'en fais deux, j'en ignore deux, si j'en fais trois, j'en ignore trois. Nous allons ici avoir ce petit logo qui symbolise une synchronisation, on va dire. La synchronisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on enlève sur un dé, hop, un éclair, donc un surge. Donc si j'ai ça, hop, et que ce dé-là arrive sur la table durant le jet, on enlève directement un surge et la personne aura son 1 ainsi que le point d'impact. Et sur le dé blanc, nous allons avoir en fait les mêmes caractéristiques, sauf que c'est réparti de deux manières différentes. Donc là, on va avoir un bouclier et un surge qui s'enfuit. Donc là, c'est un dé qui est un tout petit peu plus fort. Et nous allons surtout avoir cette face, qui est une face très 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 spéciale, qui symbolise que l'attaque est directement échouée. C'est-à-dire que le défenseur fait appel à la force, et directement, voilà, l'attaque n'a pas lieu, vous avez fait votre attaque, mais voilà... il l'a dévié avec la force, donc vous avez une évasion spéciale et vous ignorez tout des jets d'attaque. Donc c'est une phase qui est très 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 forte si vous arrivez justement à dévier des gros bourrins qui vous en met plein la tronche.
Donc on va reprendre notre exemple, on a un dé noir pour la défense du Stormtroopers, on a ensuite le dé vert et le dé jaune pour le Jedi, on lance ensuite, voilà les dés, et là on regarde ce que ça fait. Donc là j'ai par exemple 2 impacts et 3 éclairs. Je me réfère directement, hop, à mon bâton et je me dis bah tiens, un éclair ça peut faire plus un dégât, donc finalement j'aurai 3 dégâts et un autre éclair ça peut donner le stun. Alors là dans cet exemple j'ai 3 boucliers du Stormtroopers, donc le Stormtroopers en fait bloque l'attaque et rien ne se passe. Par contre si j'avais par exemple le Stormtroopers qui aurait fait uniquement un bouclier, donc il m'aurait paré par exemple l'éclair que j'aurais dépensé ici pour donner un dégât supplémentaire, et j'aurais pu donner la compétence étourdie. Alors comment on utilise les compétences de cartes qui donnent des conditions à nos ennemis ou à nos adversaires? Il faut impérativement, pour donner une condition d'étourdissement, de blessure, etc., il faut impérativement qu'au moins une blessure soit prise par l'adversaire. C'est-à-dire que s'il y a au moins une touche qui est réussie et qui inflige des dégâts à notre Stormtroopers ici par exemple, là vous pouvez dépenser ensuite l'éclair pour faire le stun. Donc c'est très important de garder ça en tête, de pouvoir faire des conditions dès lors que vous allez blesser l'adversaire en question. Donc notre personnage va ensuite prendre les points qui sont justement affiliés aux dégâts. Donc là par exemple il prendrait 2 points de dégâts, on le met ensuite 2 tokens, hop, à côté, symbolisant ce personnage est blessé 2 fois, donc il lui reste uniquement 1 point de vie. Pour le tir à distance, c'est exactement la même chose. Donc, je le rappelle, hein, bien sûr, il faut qu'au préalable, notre personnage a une ligne de vue vers l'adversaire à qui est dirigé le tir. Donc, par exemple, mon smuggler, j'annonce que je vais tirer sur celle-ci. Je regarde bien, et ben voici, voilà, celle-ci me permet d'avoir une ligne de vue, donc je vais tirer sur celle-ci. Je prends ensuite les dés qui correspondent à la carte du tir en question, qu'on me dit qu'on lance 2 dés verts. Je prends ensuite le dé de défense affilié à l'ennemi, ici c'est le Stormtroopers, donc c'est un dé noir. Je lance ensuite les dés et je regarde tout d'abord si au moins mon tir fait mouche, si il arrive à toucher mon adversaire. Donc là effectivement je fais 4, je suis à 1, 2, 3, donc tout va bien, j'ai la portée et j'inflige ici 4 blessures. Le bouclier du Stormtroopers ici lui donne 2 boucliers, donc sa défense est de 2, il part 2 et ce Stormtroopers prend ensuite 2 dégâts supplémentaires. Donc voici la résolution pour les combats à distance et de mêlée. Nous avons vu ensemble le mouvement, nous avons vu l'interaction avec les objets liés au scénario ou alors les portes qu'on pourrait trouver et ouvrir. Nous avons vu comment se déroule aussi la compétence et l'action se battre. Nous allons ensuite voir l'action se reposer. Au fur et à mesure de la partie, votre personnage, bien sûr, va se prendre des blessures. Et quand il va se prendre des blessures, oh mon Dieu, dès lors que vous atteignez ce chiffre, donc ici par exemple 10 avec Jyn Odan, vous la retournez et là elle devient blessée. Oh Seigneur! Elle va avoir des compétences ici moindres, mais surtout elle va avoir aussi ses stats qui vont être réduites. Quand un personnage, la deuxième fois, se prend le nombre de points de dégâts qui est égal ou qui dépasse sa valeur de santé, il est retiré du jeu et il est mort. Vous allez avoir des scénarios où par exemple il suffit uniquement d'avoir tous les rebelles autour de la table sur cette phase, donc vous n'avez pas besoin de les tuer, vous avez juste besoin de les blesser grièvement et vous remportez la partie. Donc faire vraiment attention à son personnage pour pas qu'il subisse trop de points de santé. Donc, comme je vous l'ai dit, votre personnage va avoir au fur et à mesure de la partie des dégâts sur sa fiche de personnage et vous allez avoir la possibilité de vous reposer. Quand vous vous reposez, vous reprenez le nombre d'endurance sur vos points de vie si et uniquement si vous n'avez pas de jeton fatigue sur votre personnage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dans cet exemple ici, par exemple, si nous avons au préalable des jetons sur Diala Passil, hop, voilà,
elle a une endurance de 5. Donc si je me repose, je vais d'abord commencer par retirer les jetons fatigue. Donc là j'en ai 3, il me reste ensuite 2 endurances à enlever. Et bien uniquement à ce moment-là, je vais retirer des points de vie. Donc vous l'avez compris, si votre personnage se fatigue de plus en plus via des compétences qu'il va faire ou via des effets de cartes qui vont fatiguer votre personnage, l'action se reposer va d'abord vous permettre de défausser des jetons bleus avant justement de prendre des jetons rouges. D'où l'intérêt d'un peu optimiser justement les compétences de ces personnages, ne pas trop les fatiguer parce que vous êtes obligé ensuite de renforcer leur défense. Et si vous êtes trop fatigué et que vous devez prendre des jetons supplémentaires ici de fatigue, ça va directement impacter sur vos points de vie. Donc c'est comme si vous allez recevoir une blessure. Donc attention vraiment à la gestion de la fatigue de votre personnage qui pourrait rendre vulnérable votre personnage sur ses points de vie. Donc quand vous vous reposez, je le rappelle, on commence d'abord par défausser les jetons bleus et s'il nous reste ensuite des points d'endurance, on les enlève directement des points de santé. Donc a fortiori, si on n'a pas de jetons bleus et qu'on a uniquement des jetons rouges, donc des points de blessure, notre endurance sera fera directement diminuer les blessures. Et la dernière action que pourra faire un de vos personnages durant son tour d'action, c'est justement activer une compétence spéciale. Alors une compétence spéciale, on peut en trouver à la fois sur des cartes de personnages ou alors sur des effets de cartes que vous allez gagner durant votre campagne ou des armements qui vous disent d'incliner cette carte pour une action pour pouvoir faire son effet. Donc voilà, vous allez avoir plusieurs types d'actions à faire durant votre phase. Donc je le rappelle, donc je vais remettre ça ici, hop voilà, la phase des rebelles, donc on active un personnage, on fait 2 actions parmi le mouvement, l'interaction avec un décor ou alors un effet d'objectif qui est lié au scénario. Le combat, on peut attaquer jusqu'à 2 fois, on peut bouger jusqu'à 2 fois, on peut interagir jusqu'à 2 fois, il n'y a pas de problème, mais on a uniquement 2 actions à faire parmi nos actions. On peut ensuite activer une compétence, alors c'est uniquement une compétence qui s'active, on ne peut pas l'activer plusieurs fois, donc, ou alors vraiment si l'effet de carte vous dit que c'est possible de l'activer plusieurs fois. Et on a la compétence de repos qui nous permet de récupérer d'autant d'endurance que de points de fatigue, et si on n'a plus de points de fatigue, ça reprend sur notre santé. Je vous ai parlé des points de fatigue tout à l'heure qui sont symbolisés par les tokens bleus. Vous allez pouvoir effectuer avec ces jetons fatigue soit des compétences qui sont liées par exemple à votre personnage. Ici, Jean Odan par exemple pour 2 pions de fatigue, donc 2 pions qu'elle mettra sur sa carte, pourra faire un tir en réaction durant l'activation de ses ennemis. Donc voilà, elle est opportuniste on va dire. Elle est vif, elle a des tirs réflexes, etc. Mais ça va la fatiguer justement de faire ce genre de choses. À savoir qu'ici les endurances sont de 4. Dès lors vous allez pouvoir faire 2 quick draw ici, qui est la compétence de Jean Odan. Et bien là il faudra se reposer, sinon votre personnage, s'il se prend des points de fatigue, ça va être directement pris des blessures. Chose que vous pouvez faire pour un fatigue aussi, au-delà des compétences, etc. Si vous n'avez pas de compétences qui recommandent de la fatigue, c'est de vous déplacer d'une case. Donc vous pouvez prendre une fatigue pour vous déplacer de 1 par exemple, et ensuite attaquer 2 fois si vous voulez en fait dépenser vos 2 actions dans de l'attaque, et si vous ne voulez pas en fait dépenser une action pour vous déplacer de 2 cases, et ensuite attaquer pour une action. C'est possible, et vous pouvez le faire jusqu'à 2 fois dans le tour, donc vous pouvez dépenser en fait jusqu'à 2 pions fatigue sur votre personnage, donc les mettre sur votre personnage, et avancer jusqu'à 2 cases au maximum pour ensuite faire vos actions. Donc dès que vous avez fini d'activer un héros rebelle, on prend le token ici d'activation, on le retourne pour dire que ce personnage a été activé, et il sera réactivé une fois le round fini. Et là, le joueur de l'Empire, lui, va avoir à sa disposition plusieurs types de cartes. Il va avoir des déploiements qui sont directement liés à la phase du scénario. On lui dit que ces figurines sont déjà déployées. Il va avoir des déploiements en réserve qu'il va pouvoir ramener avec des points d'influence de menace qu'il va gagner à chaque fin de tour, qui est stipulé encore une fois dans le livret de campagne.
Donc pour pouvoir interagir avec ces personnages, il va avoir différentes cartes. Il va avoir des cartes normales standards qui sont grises, et il va avoir des cartes rouges d'élite qui sont un tout petit peu plus fortes, mais qui bien sûr recommandent plus de points de menace pour être déployés. Donc on va passer en revue une carte. Si nous prenons la carte ici du Stormtroopers, on va avoir ici le nom, ici nous allons avoir l'image qui représente justement le Stormtroopers. Ici nous allons avoir l'intitulé, c'est-à-dire c'est un trooper, donc c'est un soldat. Ici nous allons avoir l'affiliation, donc il fait affilier à l'Empire. Nous allons avoir ici des compétences comme nos héros, hein, qui sont propres au personnage. Donc là c'est le Stormtroopers qui a une compétence supplémentaire. Ici nous allons avoir ses points de vie qui sont de 3, nous allons avoir son mouvement qui est de 4, la défense qui est d'un dé noir, et ici l'attaque, donc lui il tire à distance, et il lance un dé bleu et un dé vert. Nous allons ensuite toujours avoir le Surge, qui vont permettre de renforcer justement ce Stormtroopers dès son attaque. Et nous allons avoir surtout ici deux petits chiffres. Le premier chiffre ici avec les petites cases en dessous, ça nous permet de déployer, en fait, c'est l'effet de déploiement de cette carte. Vous allez, en tant que joueur de l'Empire, avoir un nombre de cartes qui sont justement inconnues des rebelles, que vous allez pouvoir déployer, donc ramener durant la partie sur le point de spawn. Donc deux choses pour pouvoir déployer en fait une carte. Il faut que vous ayez une carte en main, bien sûr, et il faut que vous ayez le nombre de points de menace ici adéquat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici pour 6, je peux jouer cette carte de ma main, donc la mettre ici, et je déploie ensuite le nombre d'unités qui est symbolisé ici par les petites barres. Donc en dépensant 6 pions de menace, qui sont là, hein, je le rappelle, les pions de menace qui vont augmenter à chaque tour. Hop, 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 là nous allons avoir les tours, et là nous allons avoir les points de menace. Donc pour 6 points de menace, je peux faire ramener 3 unités Stormtroopers sur le point de spawn qui m'est indiqué durant le livret de campagne. Ensuite, nous allons avoir, si vous avez une carte qui est déjà déployée, vous pouvez renforcer, ramener des renforts, et c'est là que vous allez prendre en fait le petit symbole ici qui est le 2. Donc vous l'aurez compris, en fait, vous pouvez ramener jusqu'à 3 cartes Stormtroopers, et vous pouvez en ramener une s'il y a déjà des Stormtroopers à l'intérieur, et si vous voulez renforcer cette carte, vous dépensez 2 influences pour ramener 1. Donc si on divise 6, ça donne 2, 2, 4, 6. Voilà, vous pouvez en mettre jusqu'à 3 de Stormtroopers. Donc on va partir du postulat où on a déjà des Stormtroopers sur la table. Donc cette carte est déjà en fait activée. Donc dès que le joueur rebelle a activé une figurine et qu'il a fait 2 actions, le joueur de l'Empire, lui, il va activer une carte, un groupe de cartes, et il va par contre jouer toutes les figurines affiliées à ce groupe de cartes. Donc par exemple, ici, ça veut dire quoi? Donc on va enlever un Stormtroopers, hein, voilà, ça donne 3 Stormtroopers. Ça veut dire que moi, j'active ma carte Stormtroopers, et je vais bouger ensuite mes Troopers. Alors mes Troopers peuvent faire la même chose, donc je peux faire 2 actions parmi justement l'attaque, le mouvement. Par contre, je ne peux pas me reposer, je peux interagir avec des objets, etc. Et je peux bien sûr faire des compétences qui me permettent d'incliner ma carte ou autre. Sauf que l'Empire, lui, ne peut pas utiliser 2 actions pour se déplacer. Il pourra utiliser 2 actions pour interagir, il pourra utiliser 2 actions de mouvement, mais il pourra jamais utiliser 2 actions pour attaquer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, quand je vais par exemple vouloir attaquer avec mon Jedi, je vais activer cette figurine, je vais dire hop hop hop, et ben je vais d'abord activer cette figurine pour ensuite m'enfuir vers Dark Vador parce que j'ai tellement peur. Et je vais par exemple faire 1. Alors vous allez me dire, oui mais c'est tout à fait débile, pourquoi tu ramènes le trooper à côté? C'est-à-dire que le trooper lui est plus fort quand il est en meute, il peut relancer en fait des dés d'attaque si il n'inflige pas de dégâts. Donc il va se mettre ici, il va ensuite donc faire 1. Il va prendre les dés affiliés à son attaque, donc c'est un dé vert et c'est un dé bleu. Alors même quand on est adjacent à une figurine et qu'on tire, donc alors qu'on est adjacent sur la mêlée, il n'y a pas de problème, on n'a pas de distance à faire. Par contre, quand on est adjacent, même en tir au blaster, on est obligé de faire au minimum 1 en fait sur nos dés. Donc là on va les lancer, voilà, on fait 4, donc ça touche.
Je vais les mettre là, ça touche, il n'y a pas de problème. Ensuite, le Jedi, lui, va lancer son dé. Oh, il fait ça. Il enlève un Surge et il fait un bouclier. Il reste uniquement un Surge pour le Trooper. Bah, le Trooper, lui, il est à côté. Il a l'entraînement des squads. Il relance son dé. Et là, voilà, il inflige, par exemple, plus de dégâts. Donc, une fois qu'on a résolu ensuite ce combat, il a fait 1 ici, il fait 2, 3 et 4 et il s'enfuit vers Dark Vador. Donc voilà, cette figurine a fini, celle-ci je vais pouvoir la bouger, je vais dire bah voilà, elle s'enfuit carrément à la peur, 1, 2, 3, 4, celle-ci ensuite pour attirer, etc. Dès lors que mon groupe de figurines est fini, que ça soit une figurine, 3, 4, etc., on passe à un autre joueur rebelle qui lui va activer un autre héros, on reviendra ensuite au joueur de l'Empire qui lui va activer un autre groupement d'héros, etc., etc., jusqu'à ce que tous les héros et les soldats de l'Empire, les forces de l'Empire ont été activées. Ensuite, on passera à la phase de statut. Alors, durant la phase de statut, nous allons avoir en fait plusieurs règles à suivre. Nous allons tout d'abord augmenter la menace. Ensuite, nous allons remettre toutes nos actions en activation. Donc, toutes les cartes qui étaient inclinées, nous allons les remettre à l'endroit. Nous allons ensuite avoir la phase de déploiement et de renfort, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Nous allons ensuite avoir les conditions de fin de ronde, donc s'il y a des conditions d'effet de jeu qui nous disent à cette fin de ronde, bah, ce personnage prend X dégâts, est étourdi, etc., eh bien vous allez pouvoir le faire, et ensuite nous augmentons le nombre de rondes de 1. Pour la première notion de la phase de statut, nous allons augmenter la menace du nombre ici de menaces qui augmente, c'est-à-dire que là nous jouons la première quête qui est l'Aftermath. Donc ici on nous dit d'augmenter le tracker de 2, et bien à chaque début de tour de la phase de statut, nous allons augmenter ce tracker de 2, à savoir qu'il commence tout le temps à 0, sauf s'il y a des conditions supplémentaires. Donc voilà, on était par exemple à 4, on augmente à 6. Ensuite, nous remettons à l'endroit toutes nos actions, nos compétences qui nous permettraient en fait de remettre à l'endroit sur la table des effets de jeu, etc., des conditions d'armes, donc tout ce qui peut être remis à l'endroit est remis à l'endroit. Nous allons ensuite, avec nos pions de menace ici en rouge, dépenser ces points de menace pour pouvoir déployer des cartes que nous avons dans la main ou renforcer des cartes qui existent directement sur le plateau. Nous allons ensuite avoir des fins d'effets de jeu. Par exemple, si on nous dit que cette porte qui était ouverte à la fin du tour, hop, et ben elle redevient fermée. Donc voilà, ce sera une condition qui nous permettra de refermer cette porte. Et ensuite, nous avançons ici le tour de 1. Donc voilà, on commence toujours à 1 et ensuite on passe à 2. Et là, un nouveau tour commence. Alors vous l'aurez compris, donc on va faire ça durant X ou Y tours, jusqu'à arriver à ce que les héros soient tous morts. Donc là, l'Empire a gagné, ou alors résolu les conditions de victoire ou de défaite pour l'Empire. Une fois que nous avons fini les conditions de victoire ou de défaite, nous allons nous référer directement aux récompenses que vont gagner nos personnages. Donc nos personnages pourront gagner des récompenses ici supplémentaires. Ils vont gagner des crédits qui vont justement permettre d'acheter d'autres équipements. On va tirer 6 cartes d'équipement à chaque fin de partie durant la phase d'achat pour pouvoir voir ce que l'équipe pourra acheter. Donc l'équipe a un pool commun d'argent et c'est justement elle qui permet de voir si elle dépense son argent, ses crédits sur telle ou telle chose, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de commun que vous allez faire, mais la carte va aller à un héros spécifique. Donc on va pas mettre par exemple un DH17, un Wookie, parce que ça ira plus à la Smuggler. Donc ça va être des compétences un peu plus supplémentaires. Nous allons avoir de l'XP qui va nous permettre justement d'augmenter nos personnages. Comme je vous l'ai dit en début de partie, nous allons avoir des classes supplémentaires ici avec le coup d'XP qui vont nous donner des compétences supplémentaires, chose que vont avoir les héros et aussi l'Empire, car je le rappelle, l'Empire commence avec un deck de cartes qui lui est affilié par rapport à 3 qui lui sont proposés durant la campagne de base, et il va pouvoir justement augmenter ces cartes.
Le joueur, lui, de l'Empire, va pas avoir de crédit, il va avoir de l'influence. L'influence, c'est un peu sa monnaie du jeu. Et l'influence va lui permettre, en fait, d'optimiser sa main dans un petit deck. Ici, si on voit des cartes, ici, par exemple, de l'Empire, nous allons avoir ici des points d'influence. Les points d'influence, c'est quoi? Ça veut dire que pour une influence, je mets cette carte dans la main et je vais pouvoir la jouer directement quand le moment sera propice. Donc ce sont des cartes que les rebelles ne connaîtront pas et qui vont un peu pimenter la campagne durant son évolution. Nous allons aussi avoir des cartes de side mission qui ont toujours un point d'influence et qui vont prendre lieu durant les quêtes de side mission, les quêtes annexes. Donc comment se passe une quête annexe? Alors, on va rester sur cet exemple où, voilà, on aurait par exemple celle-ci dans la main du joueur de l'Empire. Quand vous allez finir en fait une quête, vous allez voir si le livret de campagne vous dit de passer sur une side mission. Donc par exemple ici, sur l'introduction, on passe sur une side mission. La side mission, c'est quoi? Nous allons constituer un deck qui est composé de 4 cartes vertes, hop, de 4 cartes grises, et ensuite d'une carte rouge qui est affiliée au héros auquel vous jouez. Donc là par exemple on joue la Smuggler et le Jedi, hop, nous allons prendre ça. Donc ça ce sont les cartes histoire hein, qui vont être affiliées au mode campagne et qui sont génériques et propres au mode campagne. Nous allons ensuite mélanger ce deck de side mission et durant, et c'est là où c'est vachement intéressant, durant en fait une quête, vous allez tirer 2 cartes en fait de la side mission, du deck side mission, et vous allez voir ensuite quelle sera la prochaine quête. Donc vous pouvez très bien, par exemple, vous retrouver avec la contrebandière qui, elle, on lui a fait un coup de Trafalgar et elle veut prendre sa revanche. Vous allez vous retrouver avec le Jedi exilé qui, lui, justement, a une quête secondaire qui est de récupérer son sabre laser perdu, et vous allez avoir différentes quêtes, etc., qui vont un peu, justement, harmoniser un peu comme un film, comme un jeu vidéo, comme un RPG, votre trame principale. Vous allez avoir votre trame principale qui sont les scénarios en fait dans le livret de base, mais vous allez avoir aussi les side missions qui elles vont harmoniser un peu toute cette campagne et vous apporter un peu plus de fluff, un peu plus de dynamisme à votre campagne. Dès lors que vous allez choisir justement, hop, 2 missions annexes, vous allez avoir, le joueur de l'Empire qui lui pourra jouer aussi des cartes annexes. Il vous donnera ensuite un choix supplémentaire en vous disant, bah voilà, moi je mets à disposition cette side mission, vous pouvez la jouer ou alors ne la jouez pas. Si les 2 héros par exemple rebelles disent non, on veut pas de cette side mission, on veut faire les nôtres, ils peuvent très bien le faire, par contre ils laisseront l'empereur en fait gagner ici le rewards qui par exemple ici d'avoir une carte spéciale opération secrète ou alors de gagner Dark Vador ou alors de gagner autre chose, etc. Donc je sais plus vraiment si cette carte fait ça, hein. J'en ai pris une au hasard, mais si on prend celle hop qui est plus propice, par exemple où se trouve Dark Vador, je ne la trouve plus, c'est pas grave, mais vous allez avoir d'autres side missions qui vous permettent d'avoir des rewards en plus, de l'infanterie en plus, etc., etc. Donc c'est vachement intéressant de trouver des quêtes annexes dans une quête en fait globale qui a une trame principale, et vous allez avoir toujours des petites quêtes annexes qui vont justement augmenter au fur et à mesure que je pense vous allez avoir avec toutes les extensions qui est sorties, vous allez avoir plein de quêtes annexes à mélanger durant votre deck, donc une campagne ne sera jamais la même sur les quêtes secondaires, et moi je trouve ça très sympa. Mais vous allez me dire, et nombreux sont ceux qui se posent la question, mais si le jeu est optimisé pour 2 et 5 joueurs, comment on fait quand on n'est que 2 joueurs? Et bien là est toute la question. Alors si vous êtes 2 joueurs, bon il y a un côté qui va jouer l'Empire, ça ne change pas, il n'y a pas de problème là-dessus, et il y a un autre joueur qui va jouer le côté des rebelles, mais lui il ne pourra pas prendre en fait un seul héros. Il sera obligé au minimum de prendre 2 héros, il pourra jouer avec 4 héros, il n'y a vraiment pas de souci là-dessus, mais il sera obligé d'avoir 2 héros. Alors s'il veut jouer avec 2 héros, il a ce qu'on appelle une compétence légendaire qui lui permet d'avoir 10 points de vie supplémentaires et d'être activable 2 fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici le Jedi et le Smuggler, si on était dans cette configuration-ci, le Jedi joue, l'Empire joue, le Smuggler joue, l'Empire joue, et ensuite on vient au Jedi qui lui va faire ses 2 actions. L'Empire, lui, s'il a d'autres choses à jouer, il va jouer. Et ensuite, on revient au Smuggler, qui, lui, va faire ses 2 actions. Et là, on va arrêter notre tour. Si on est à 3 joueurs, donc il y a 3 héros sur le plateau, on va prendre ici
une compétence héroïque, pardon. La compétence héroïque, c'est quoi? C'est qu'on va avoir 3 points de vie supplémentaires par héros, et à la fin, au début de chaque tour, il y aura une personne qui pourra s'activer 2 fois durant le tour. Et à la fin, bah justement, celui qui a 2 tokens d'activation en donne un à son voisin de gauche, etc. Donc durant le tour, il y a à chaque fois une personne différente qui va pouvoir se déplacer, faire 2 activations supplémentaires. Et bien sûr, vous l'aurez compris, bah, si vous êtes à 4 héros autour de la table, bah, là le problème se pose plus, vous commencez tous avec vos points de vie génériques, etc. Et vous jouez comme si c'était le jeu de base, parce que ça reste le jeu de base en somme. Alors plusieurs avantages et inconvénients de ce que j'ai pu voir moi sur les retours des joueurs. Quand vous êtes à 2 joueurs, alors certes vous avez plus de points de santé, par contre, vous couvrez en fait moins de zones sur la table. Vous avez uniquement que 2 héros et les points de fatigue que vous prenez ne sont pas doublés. Donc là, les fatigues, ça va être la même chose. Donc certains s'accordent à dire que pour certaines missions, c'est pas contraignant. Pour d'autres missions, il faut être à droite et à gauche. Bah, vous pouvez pas couvrir en fait tout le secteur quand vous avez que 2 héros. C'est pas possible et c'est très 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 cornélien. Donc tout le monde s'accorde à dire que même à 2 joueurs, il faudrait prendre 4 héros qui sont vraiment pas très durs hein, à générer quand vous êtes tout seul. Vous prenez les 4, ça mouline très bien. Mais si vous êtes à 2, voilà, chacun en prend 2 et c'est très bien ici. Hein. Donc à 3 joueurs, il n'y a aucun souci. Bon, si vous êtes 3, bah, chacun, il y en a un qui prendra 2 héros et l'autre chacun en prendra un, etc. Mais tout le monde s'accorde à dire quand même qu'à 4, ça reste la bonne config parce que le bump que vous allez avoir des doubles activations et des points de vie supplémentaires, et B, sur certaines missions, ça pose un peu problème quand même. Donc là, je vous ai tout dit concernant le mode campagne. Mais vous allez me dire, c'est pas possible, il a attendu la fin de vidéo pour nous dire qu'il y avait 2 modes de jeu. Eh bien oui, il y a 2 modes de jeu dans une boîte d'assaut sur l'Empire. Donc c'est pour ça que cette boîte est vachement géniale. Vous allez avoir 2 jeux en un. Donc le premier jeu, c'est ce que je vous ai montré ici. C'est un jeu qui est dit de campagne ou alors de one-shot. Vous prenez un scénario et vous le faites. Vous pouvez très bien faire ça aussi, il n'y a aucun souci. Et le deuxième jeu, c'est un jeu d'escarmouche. Le jeu d'escarmouche va plus se rapprocher d'un jeu style Warhammer 40 000, Warhammer Age of Sigmar Battle comme on l'appelle maintenant, et qui vous permet justement de déployer dans une map hein, qui est toujours prédéfinie. C'est pour ça que j'ai fini par le mode escarmouche. Je vais pas trop m'attarder là-dessus parce que ça reprend les mêmes caractéristiques du mode de jeu à quelques exceptions près. Que je vais citer là tout de suite, comme ça vous allez voir ce qui change vraiment. Donc dans le mode escarmouche, vous allez avoir ici des cartes de déploiement, vous allez avoir des cartes qui permettent de renforcer un peu vos personnages, et vous allez avoir tous vos héros en fait qui vont être sous forme de cartes. Donc là nous allons avoir Luke, mais nous allons avoir, voilà, on retrouve ici Jin Odan, on retrouve le Jedi, etc. Vous allez avoir différentes compétences en fait qui sont un peu plus adaptées à ce mode-ci, et vous allez avoir des points de vie qui sont moindres, etc. avec l'attaque, la défense, etc., etc. Vous allez avoir plusieurs aussi missions, donc là on vous donne les missions qu'il faudra faire. Et vous allez déployer, il me semble, c'est un certain nombre de points, c'est 40 points, donc là vous allez avoir les points qui sont au-dessus, donc voilà, là ça vaut 15, ça vaut 12, ça vaut 10, ça vaut 9, ça vaut 8, etc. Donc vous allez constituer en fait votre deck, vous allez ensuite déployer votre infanterie, et vous allez avoir des cartes de commandement. Alors si je les retrouve, oui, elles sont juste là. Les cartes de commandement, vous allez vous constituer en fait un petit deck de cartes de commandement. Donc les cartes de commandement sont uniquement en fait jouables durant le mode escarmouche. Sur les cartes de commandement, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc on va avoir le nom, on va avoir l'illustration de la carte, on va avoir la compétence de la carte, mais on va surtout avoir 2 indications, et c'est là où il va falloir faire très attention. C'est le petit symbole ici qui va prendre un slot sur votre deck de commandement, à savoir qu'un deck de commandement doit faire 15 cartes, vous ne pouvez pas monter au-delà, et vous allez ici avoir 2 petites icônes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez utiliser cette action déflexion dans votre deck, vous pouvez la mettre en 2 exemplaires. Si on regarde une autre carte ici, Knowledge and Defense,
ça coûte 2, donc déjà vous allez avoir moins 2 sur les 15 points, et vous allez surtout avoir un seul exemplaire de cette carte. Donc les cartes qui coûtent très cher, bah, généralement c'est un seul exemplaire, et vous allez avoir des cartes, alors il y a des cartes hein, qui valent 0, c'est pour ça que si vous me dites, ah bah oui c'est pas possible, parce que si je prends une carte qui coûte 3, bah, je vais pas pouvoir arriver à 15, bah si, vous allez pouvoir arriver à 15, parce que vous avez des cartes qui valent 0. Donc quand vous mettez une carte qui vaut 0, bah, ça prend quand même un slot, mais ça vaut 0. Donc vous pouvez mettre par exemple 3 cartes qui coûtent 3, ça fait 9, et mettre que des 0 ensuite, ça vous fera votre deck de 15 cartes, etc. Quand vous jouez une carte de commandement, vous la défaussez, ce sont des cartes qui ne reviendront pas. Vous êtes obligé en fait de défausser, et il y a une petite particularité quand vous allez attaquer en fait vos personnages. Je vous ai dit tout à l'heure que les personnages pourront prendre en fait des jetons de fatigue pour faire des compétences supplémentaires, etc. Et bien dans ce mode de jeu-ci, vous n'avez plus la notion de fatigue. Si vous êtes obligé de prendre des pions de fatigue via une compétence ou quelque chose d'autre, eh bien vous prenez directement des points de dégâts. Alors hop, je remonte la boîte, enfin plus la notice, pardon, j'ai un problème avec la boîte, elle est très lourde et à côté bah, ça prend toute la place. Assaut sur l'Empire Star Wars, c'est édité chez Edge en français, ça vaut 99 €, c'est pour 2 à 5 joueurs, un jeu de Koniska, pardon, Jonathan Ying, ça vaut 99 €, mais ça je l'ai dit, c'est sorti en 2015, c'est 45 minutes, 60 minutes, c'est un jeu d'affrontement, vous allez avoir 2 modes de jeu à l'intérieur, le mode escarmouche pour ceux qui veulent s'initier un peu au jeu de figurines, moi je trouve ça très très bien et c'est des règles hyper simples et simplifiées et c'est cool, franchement, allez-y, j'ai pas fait de partie encore en mode escarmouche mais c'est très 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 sympa d'après les retours que j'ai eu des joueurs, et vous allez avoir bah, le mode campagne hein, qui est comme un Descent-like, etc. Vous allez évoluer durant une campagne, avoir des side missions qui vous donnent et qui renforcent un peu le fluff de votre campagne, et puis voilà, donc ça je l'enlève à côté, hop. Donc voilà, je vais clôturer là-dessus en vous disant que je ferai une partie en solo, mais vous allez me dire c'est pas possible en solo, comment ça se passe, ville, cloporte? Eh bien si, c'est possible en fait de jouer en solo avec une application qu'a sorti une personne qui répond du nom de Gravaillon, un pseudonyme, et qui a développé en fait un module de compagnon en fait. Vous avez un compagnon via PC, qui est très bien optimisé de ce que j'ai testé. Alors moi je crois sur parole la personne qui elle qui a testé la campagne entière 3 4 fois, qui l'a fait tourner à droite à gauche, même y compris sur le forum de Edge, où les retours étaient très excellents et c'était optimisé. J'ai fait une partie avec et franchement ça tourne très 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 bien. C'est pas homologué par Edge ni FFG, bah voilà, il a vraiment fait ça pour les fans, il n'a pas de rémunération derrière ni quoi que ce soit, il met ça à disposition gratuitement, donc il n'y a aucun contentieux ni quoi que ce soit, hein, il est libre dessus. Il demande rien à personne, il a fait ça pour lui-même et il a diffusé son partage justement pour renforcer la campagne solo de ceux qui aimeraient voilà, jouer tout seul ou en coopératif sans avoir un joueur de l'Empire. Donc ça se passe très 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 bien. Je ferai une prochaine vidéo pour vous montrer un peu comment se joue son application. Voilà, vous montrer l'interface, ce que ça donne, etc. Et je ferai une partie avec justement son application à côté pour vous montrer vraiment en détail durant une partie comment ça fonctionne. Donc il y aura 2 vidéos qui vont suivre après celle-ci. Ça va être la vidéo du compagnon et qui marche uniquement sur PC et Android, il me semble. PC sur Android, je sais pas, il faudra qu'il me le confirme dans les commentaires. Et ensuite une vidéo qui va montrer une partie de Star Wars avec son application. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, merci, c'est cool, je vous en remercie, c'est hyper sympa, vous êtes géniaux. Vous êtes de plus en plus nombreux à laisser des commentaires et ça c'est cool. Vous vous êtes débrayés depuis le temps et franchement ça fait vachement plaisir de parler avec vous sur les commentaires, même si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, et autant mieux parce que ce ne sont pas des paroles d'évangile que je suis en train de dire devant la caméra. Donc du coup, il y a aucun souci là-dessus. Et je vous en remercie. Donc n'hésitez pas à vous abonner encore, n'hésitez pas à faire parler de la chaîne pour justement l'émanciper encore plus et que beaucoup de personnes
découvrent des jeux, voilà, en français que je présente et qui essaieraient de trouver d'autres règles à droite et à gauche. N'hésitez pas à aller venir sur le forum du Cœur de la Loge où je réside vachement là-bas, donc je suis un peu actif. Sur certains forums de Trick Track, mais c'est un peu compliqué de m'y trouver là-bas parce que je suis plus tellement actif. Et venez, si vous aimez les miniatures, les socles, les techniques de peinture, etc., à rejoindre la page Facebook de Wargamer France, il me semble. Je vous mettrai de toute façon tout le lien, tout ce qu'il faut, etc. Il n'y a aucun souci là-dessus. D'ici là, portez-vous bien, je vous embrasse fort, à bientôt, ciao ciao.